Après le week-end de Bakou, que Ferrari préfère oublier car il n'a pas été positif, Ferrari retourne sur la piste, cette fois pour les tests Pirelli. Et cela se passe au Mugello avec des tests qui ne concernent pas 2025, mais qui regardent déjà vers l'avenir. En effet, ils vont tester les nouveaux pneus qui feront leur début l'année prochaine avec le nouveau règlement. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment se déroulent ces tests Pirelli, comment Ferrari se prépare également en ce qui concerne la suspension arrière pour l'année prochaine. Car oui, toute la partie aérodynamique change, mais la mécanique des monoplaces reste la même et sera donc évoluée. Nous devons également parler des déclarations de Montoya sur Binotto et sur les techniciens Ferrari qui vont ensuite chez Audi. Voyons les déclarations de Max Verstappen sur le titre. Parlons des arrêts au stand de McLaren et enfin, voyons les déclarations de Christian Horner sur Red Bull et sur l'année prochaine. Et oui, nous parlons de Christian Horner qui n'est plus chez Red Bull mais qui s'est exprimé sur son ancienne équipe. Et enfin, nous parlons d'Isaac Hadjar et aussi des nouvelles règles pour 2026 concernant un budget supplémentaire pour certaines équipes. Avant de commencer, je vous recommande de laisser un like de soutien, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et de Ferrari. Cela dit, commençons tout de suite. À Bakou, une illusion s'était créée avec un vendredi prometteur pour Ferrari. Mais ensuite, la réalité est revenue à la surface. Nous avons vu en course que Ferrari a ramené à la maison une 8e et 9e place. Un résultat qui non seulement est très loin des attentes de la veille, mais qui a éteint dès le départ l'idée de pouvoir enfin conquérir la première victoire de 2025. Vasseur et ses pilotes s'attendaient à bien autre chose. Il est inutile de tourner autour du pot. Et c'est précisément dans ce contexte que les tests Pirelli arrivent, car Ferrari avec Haas sera sur la piste au Mugello les 25 et 26 septembre pour tester les prototypes des pneus 2026. Cela a été confirmé directement par Mario Isola, directeur du sport automobile de Pirelli, expliquant que le programme sera axé sur la définition des composés les plus durs pour l'année prochaine. Et ici, nous entrons dans un point fondamental. Les pneus 2026 ne seront pas de simples évolutions de ceux actuels. Pirelli travaille sur des profils, des structures et des démélanges complètement nouveaux en ligne avec le changement réglementaire qui arrivera bientôt. Nous ne parlons donc pas de tests de routine, mais d'un travail qui influencera de manière très importante la compétitivité des monoplaces du futur. Pour le moment, il n'a pas été annoncé qui sera au volant de la Ferrari pendant ces journées de test. Cela dépendra des engagements en usine de Leclerc et Hamilton, et il n'est pas exclu que l'écurie puisse faire appel à un pilote d'essai. Mais le vrai point est que Ferrari ne peut pas se permettre de prendre ces journées à la légère, car Pirelli est en train d'écrire littéralement le scénario avec lequel toutes les équipes devront cohabiter à partir de 2026. Et je vous donne mon avis, ces tests, qui peuvent sembler marginaux au grand public, sont en réalité décisifs, car s'il y a un domaine où Ferrari a payé cher ces dernières années, c'est bien celui de la gestion des pneus. Nous le voyons continuellement. Des relais trop courts, une dégradation excessive et une difficulté à amener les composés dans la bonne fenêtre de température. Et si vous voulez vous battre pour le titre, vous ne pouvez pas vous permettre de courir après sur ce front. Donc, paradoxalement, le Mugello devient un carrefour plus important que le résultat de Bakou. Car là, on ne joue pas 2025 qui est déjà marqué, mais on prépare le terrain pour 2026. Et Ferrari, si elle veut vraiment revenir à gagner un championnat du monde, doit commencer ici. Comprendre, recueillir des données et surtout être prête avec les nouveaux pneus. Et pourquoi, pour moi, ces tests sont beaucoup plus significatifs qu'ils ne peuvent le sembler à première vue. Ferrari a devant elle une occasion, non pas de redresser le présent, mais de construire l'avenir. Et si elle gaspille aussi cela, alors le problème sera bien plus grand qu'une 8e et 9e place à Bakou. Et ces tests sont fondamentaux pour Ferrari, car ils donneront des indications à Pirelli sur comment développer les nouveaux pneus de 2026. Ils donneront des indications clés sur le développement et en plus pourront tester davantage la suspension arrière et la mécanique de la monoplace, qui est un point clé qui reviendra aussi l'année prochaine. Et nous devons parler précisément de mécanique en faisant un bilan sur la suspension arrière qui avait été modifiée à Spa. A-t-elle fonctionné ou non pour Ferrari? La suspension arrière modifiée introduite à Spa devait être la clé pour relancer la saison. C'était le premier paquet signé par Zera, ancien de Mercedes, arrivé pour élever le niveau du département technique de Ferrari. Attention, il n'était pas le directeur technique, mais le responsable de l'ingénierie de performance du châssis, donc responsable du châssis, sous la direction d'Enrico Cardile. Et pourtant, cette mise à jour de Ferrari n'a pas changé le tableau de la situation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 66 points en 5 courses et un seul podium de Leclerc à Spa. Pour faire une comparaison, Verstappen, à lui seul, a totalisé 68 points lors des 3 derniers Grands Prix. Comprenez-vous la différence? Ferrari, en somme, ne s'est pas relevé. Au contraire, il semble que le remède ait été pire que le mal, car si la SF25 a des défauts de base, même une mise à jour invasive ne suffit pas. Et c'est là que la véritable inquiétude arrive, car à ce jour, la SF25 n'est pas améliorable. Mais entre-temps, le même groupe de travail dirigé par Loïc Serra définit déjà le projet 2026. Et la question est, s'ils ne parviennent pas à redresser une voiture en cours de saison, comment pouvons-nous faire confiance qu'à partir d'une feuille blanche,
ils sortiront une monoplace gagnante. La comparaison avec Red Bull est objectivement impitoyable. Avant la pause estivale, ils semblaient perdus avec une RB21 fragile et difficile à gérer. Et pourtant, avec la mise à jour du fond apportée à Monza et d'autres travaux ciblés, ils sont redevenus compétitifs immédiatement, tandis que de l'autre côté, Ferrari peine encore. Vasseur continue de parler de week-end propre, mais cela ne suffit pas, car la réalité est que la SF25 n'a pas le potentiel pour progresser. Il ne s'agit pas d'erreurs des pilotes ou de quelques détails mal placés au stand. Le projet ne tient pas la route et à ce stade, avoir des espoirs pour les 7 prochaines courses est une illusion. Et je vous donne mon avis. La mise à jour de la suspension a été un échec jusqu'à présent. Non pas parce qu'elle a été mal développée en soi, mais parce que la voiture a des défauts structurels qu'aucune pièce individuelle ne peut résoudre. Et le plus grave, c'est que Ferrari continue de donner l'impression de ne pas avoir de direction claire. Et si l'on repense à toutes les annonces faites avant le week-end de Monza, avant le week-end de Bakou, où l'on vise toujours le podium, la victoire, cela nous montre que chez Ferrari, ils ont les idées très confuses et les données du simulateur ne reflètent pas celles de la piste. Donc les attentes avant le Grand Prix sont élevées et puis elles sont diminuées le samedi et le dimanche. Si l'on pense que 2026 est à nos portes et que le projet de la prochaine ère réglementaire est entre les mains de ce même groupe de travail, eh bien alors il y a de quoi s'inquiéter. Mais nous devons aussi parler de Mattia Binotto et des techniciens de Ferrari. En effet, selon Juan Pablo Montoya, ce qui se passe risque de déstabiliser encore plus une écurie qui est déjà en crise aujourd'hui. Partons des faits. Après les rumeurs sur le départ de Maranello de 2 figures clés, Wolf Zimmermann et Lars Smith, motoristes qui travaillent depuis plus de 10 ans au cœur de l'unité de puissance Ferrari, Frédéric Vasseur a tenté d'éteindre les polémiques. Au cours des 18 derniers mois, nous avons embauché 60 personnes. Dire que les gens fuient Ferrari est une blague qui ne fait pas du bien à l'équipe, a-t-il déclaré à Ski. En somme, le message est clair. Oui, quelqu'un part, mais le bilan est largement positif. La réalité, cependant, est que ces 2 ingénieurs ne sont pas partis dans une équipe quelconque. Ils ont été recrutés par Audi, dirigés justement par Mattia Binotto, l'ancien directeur d'équipe de Ferrari. Binotto construit la nouvelle Audi Formule 1 comme un puzzle, emmenant avec lui les hommes de confiance avec lesquels il a travaillé à Maranello pendant plus de 20 ans. Ce n'est pas un cas isolé. Montoya dit que nous parlons de 3 ou 4 membres clés déjà déplacés de Ferrari à Audi. Et c'est là le point, Montoya ne mâche pas ses mots. La Sauber Audi s'améliore beaucoup. Binotto emmène beaucoup de gens et cela déstabilisera Ferrari. Tout le monde embauche du personnel partout, avec des salaires qui peuvent être le double et des contrats allant jusqu'à 5 ans. Comment pouvez-vous refuser? Être loyal est vraiment difficile. Je suis d'accord avec Montoya. Vasseur peut aussi parler de blagues, mais quand vous perdez des hommes clés qui connaissent les secrets et les processus du moteur Ferrari, ce n'est pas un détail. Ce sont des figures qui ont contribué à créer l'une des unités de puissance les plus fortes des dernières années. Et si aujourd'hui ils vont chez Audi, cela signifie qu'à Maranello, il n'y a pas eu assez pour les retenir. La vérité est que Binotto, bien que contesté lorsqu'il était à la tête de Ferrari, fait aujourd'hui un travail stratégique. Il est en train de construire une équipe à partir de zéro avec des capitaux très importants derrière lui. Il est en train de construire une équipe à partir de zéro, avec des capitaux très importants derrière lui et avec la possibilité d'offrir des salaires et une stabilité contractuelle que Ferrari ne peut pas ou ne veut pas garantir. Ce n'est pas un risque hypothétique, c'est un problème réel. Et selon moi, Ferrari ne peut pas se permettre de sous-estimer cette hémorragie de talent, car il ne s'agit pas seulement de remplacer 2 ingénieurs par 2 autres. Ici, nous parlons de savoir-faire, d'expérience, d'hommes qui connaissent le détail, comment fonctionne la voiture et surtout comment fonctionne la machine organisationnelle de Maranello. Si Audi veut être compétitive dès 2026, ce sont les pièces fondamentales. Et si Ferrari continue de perdre des pièces, le risque est qu'elle ne gagnera pas à court terme. Et alors la question est claire. Ferrari peut-elle se permettre de gérer tout cela avec un simple « c'est une blague ». Je pense que non. Donc il ne s'agit pas de potin de marché, mais de l'avenir de l'écurie. Et s'il n'y a pas de plan sérieux pour retenir les meilleurs ingénieurs, alors la véritable déstabilisation a déjà commencé. Et nous sommes tous un peu inquiets pour la situation de Ferrari, même à long terme. Donc nous verrons comment cela évoluera et nous verrons s'il y aura de nouvelles embauches qui pourront rassurer l'avenir de l'écurie de Maranello. Cela dit, parlons aussi de la situation de Max Verstappen qui s'est prononcé sur le possible titre mondial. La distance avec le leader Oscar Piastri reste énorme, 69 points à 7 courses de la fin. Mais attention, car 2 succès consécutifs ne sont jamais le fruit du hasard. À Monza, Verstappen a dominé. À Bakou, il a géré avec sang-froid une course compliquée. Et Max l'a expliqué clairement. Le secret a été de mieux comprendre la RB21 ces dernières semaines. Red Bull a travaillé sur le réglage, a introduit des mises à jour et aujourd'hui la monoplace vole sur les pistes à faible charge aérodynamique. À Bakou, l'écart final était de 14 secondes. Pas un gouffre, mais assez pour faire comprendre que Verstappen et Red Bull ont retrouvé leur solidité. Mais maintenant vient le véritable test.
Singapour, une piste diamétralement opposée qui nécessite une charge très élevée et une voiture extrêmement équilibrée. Et ici, nous comprendrons si Red Bull a vraiment tourné la page ou si les succès de Monza et Bakou seront la même chose. Ils sont le fruit des caractéristiques des circuits. Max reste réaliste, pour gagner le titre, tout doit bien se passer pour moi. Il ne suffit pas que je fasse de mon mieux, il faut aussi un peu de chance, il faut que les McLaren aient des problèmes. En somme, il est conscient que la course-poursuite est compliquée. Et je vous donne mon avis. Selon moi, Verstappen n'a pas beaucoup de chances de gagner ce championnat. L'écart est trop grand, mais le fait que Red Bull redevienne compétitive, tandis que McLaren a montré des failles à Bakou, change le scénario. Piastri reste le favori, mais il sait maintenant qu'il ne peut pas se permettre de faux pas. Et si Max continue à gagner, la pression deviendra énorme. La vérité est qu'avec Verstappen en forme et une Red Bull qui se réveille, personne ne peut se sentir en sécurité. Singapour nous dira la vérité. Si Max est compétitif là-bas aussi, alors le championnat n'est pas terminé. Et attention aussi à la situation des arrêts au stand chez McLaren, car McLaren a déjà raté 2 arrêts au stand avec Norris, un à Monza et un à Bakou. Voyons ensemble comment Andrea Stella s'est exprimé. Partons des faits. Lando Norris a subi 2 erreurs consécutives au stand, une à Monza et une à Bakou. À Monza, la position a été restituée par Piastri, une situation qui a déclenché une polémique après la course, tandis que l'arrêt lent à Bakou de Lando Norris n'a pas permis au pilote anglais de remonter suffisamment. C'est vrai, la MCL 39 avait quand même le rythme pour dépasser les Ferrari et limiter les dégâts. Mais la question reste, car 2 problèmes en 2 week-ends consécutifs ne sont pas un hasard. Andrea Stella l'a clairement admis. Les arrêts au stand sont une zone sur laquelle nous devons concentrer nos efforts. Nous devons travailler sur l'exécution, mais aussi sur le matériel, c'est-à-dire sur les équipements eux-mêmes. Et voici le point crucial. Stella ne parle pas ça seulement d'erreurs humaines, mais de limites techniques. Les pistolets à visser n'ont pas été optimisés, et il y a eu aussi une interaction compliquée entre les mécaniciens et l'équipement. En pratique, McLaren sait que pour rester au top, elle doit aussi mettre à jour les détails invisibles au grand public, car les arrêts au stand aujourd'hui sont de plus en plus décisifs. C'est le talon d'Achille classique qui, s'il n'est pas résolu immédiatement, peut coûter très cher. McLaren a été presque parfaite jusqu'à présent, mais le championnat des pilotes est une guerre de nerfs et de détails. Si Piastri et Norris doivent se battre avec Verstappen, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre des positions gratuitement au stand. Red Bull l'a démontré au fil des ans avec des arrêts au stand sous les 2 secondes, où vous pouvez transformer des courses compliquées en victoires. McLaren risque au contraire de donner des secondes, des positions et des points. Dans un championnat aussi serré, c'est la dernière chose que vous pouvez vous permettre. Le message d'Andrea Stella est clair. Il faut une évolution de l'équipement, pas seulement une correction momentanée. Parce que le risque est que les problèmes au stand deviennent le talon d'Achille d'une équipe qui autrement a construit une saison presque parfaite. Nous devons également commenter les paroles de Christian Horner sur cette Red Bull qui, après son départ, s'améliore nettement et sous la direction de Laurent Mekies, obtient plusieurs succès. Voyons comment l'ancien team principal de Red Bull s'est exprimé. Le manager britannique, qui avait pris en main l'équipe en 2005 à seulement 31 ans, a obtenu une sortie spectaculaire. 52 millions de livres sterling, soit environ 60 millions d'euros. Avant de pouvoir s'accorder avec une autre écurie pour revenir en Formule 1, il devra respecter les 9 mois de congé jardinage, donc nous le reverrons sur le marché l'été prochain. Dans son communiqué, Horner a rappelé un parcours incroyable, des premiers jours où Red Bull n'était qu'une filiale d'une entreprise de boissons jusqu'à devenir une équipe capable de battre des marques historiques et de collectionner des titres et des records. Il a remercié les pilotes, l'équipe, les sponsors, les fans et surtout Dietrich Mateschitz, l'homme qui lui a donné l'opportunité de débuter chez Red Bull. Et il a aussi regardé vers l'avenir, souhaitant à Mekies, Verstappen, Tsunoda et au Red Bull Technology Group le meilleur pour l'avenir, avec un œil sur la Red Bull RB22 qui l'année prochaine fera ses débuts avec le premier moteur Red Bull Ford et a jeté un regard aussi sur le projet Hypercar RB17. Mais dans la longue liste de remerciements, il y a une absence très lourde, à savoir celle de Helmut Marko. Et ici, il y a une lecture politique qui est inévitable. La lutte de pouvoir chez Red Bull a commencé il y a des mois et s'est terminée avec Helmut Marko qui a manifestement eu le dessus. C'est lui qui est resté pour influencer les choix stratégiques du groupe, tandis que Christian Horner a dû se retirer. Et selon moi, ce n'est pas seulement la fin d'un cycle, c'est un tremblement de terre qui change les équilibres de la Formule 1, car Horner n'était pas un simple directeur d'équipe, mais l'architecte d'une Red Bull gagnante, capable de se réinventer plusieurs fois. Et sans lui, aujourd'hui l'équipe montre qu'elle sait gérer son avenir. Mais il faut voir comment elle se comportera l'année prochaine quand commencera l'ère Red Bull Ford avec un tout nouveau moteur. Et attention, car un homme comme Christian Horner, avec tant d'expérience et qui a tant gagné en Formule 1, restera difficilement inactif longtemps. La question n'est pas s'il reviendra, mais où il reviendra. Et quelle que soit l'équipe qui le prendra, elle ramènera chez elle un manager qui a gagné plus de 100 grands prix et 13 titres mondiaux. En somme, la Formule 1 a perdu en juillet l'un des protagonistes absolus des 20 dernières années.
Red Bull a aujourd'hui tourné la page et l'a fait avec succès, mais l'avenir de Horner est la véritable inconnue qui peut réécrire les équilibres du paddock de Formule 1. Ultimissima chose, nous devons parler des bonus pour les motoristes pour 2026. Et sur ce point, Nicolas Tombazis, responsable technique de la FIA, s'est exprimé concernant le nouveau règlement 2026. Attention au système de l'ADUO, Additional Development and Upgrade Opportunities, qui est une sorte de balance de performance déjà présente dans le WEX et le GT. En pratique, si un motoriste a au moins 3% de puissance en moins par rapport au meilleur, des concessions seront accordées. Et c'est là que ça devient intéressant. Non seulement plus d'heures au banc, jusqu'à 30% de plus, et la possibilité de mettre à jour le moteur homologué plus tôt, mais il y a aussi une augmentation du plafond budgétaire dédié aux motoristes. Nicolas Tombazis l'a dit clairement. Si un constructeur casse trop de moteurs, il risque de brûler des millions juste pour les remplacer sans marge pour développer. Ainsi, la FIA met un pansement. Plus de budget pour ceux qui sont en difficulté. Sinon, le risque est que quelqu'un abandonne la Formule 1. Et c'est un changement énorme par rapport à 2014, quand Mercedes a écrasé la concurrence et Honda, arrivé en retard, a dû dépenser des sommes folles pour rattraper. Aujourd'hui, avec le plafond de dépenses, cela aurait été impossible. Honda n'aurait jamais remporté les titres qu'elle a ensuite gagnés avec Red Bull. C'est pourquoi ce système est né, permettant un rattrapage naturel sans fausser la compétition. Attention cependant, la puissance ne sera pas tout. Un turbo plus grand ou des radiateurs plus gros te donnent des chevaux, mais te pénalisent en aérodynamique et en reprise. Donc avoir plus de puissance ne signifie pas automatiquement aller plus vite sur un tour. La FIA a choisi de ne regarder que le côté le plus simple, celui des chevaux, en laissant de côté d'autres paramètres qui auraient trop compliqué le système. Et mon opinion est claire. Ce règlement est une bombe à retardement. D'un côté, il évite le risque qu'un domine pendant des années, comme l'a fait Mercedes. Mais de l'autre, il ouvre la porte à des situations étranges. Ceux qui partent en arrière auront des avantages, ceux qui partent en avant devront se défendre avec des ressources limitées. Le risque est que la politique compte plus que la piste, avec des motoristes prêts à pousser sur le thème des concessions pour obtenir un budget supplémentaire. Donc attention à un détail. Ceux qui partent plus en avant en 2026 ne domineront pas forcément pendant la saison, car peut-être que ceux qui se retrouvent un peu plus en arrière, je pense par exemple à Red Bull Ford, peuvent avoir des concessions et recevoir une aide tellement grande qu'ils se retrouvent alignés avec les autres motoristes. Cela sert à rendre la Formule 1 encore plus équitable en aidant les nouveaux motoristes qui entrent en Formule 1 pour qu'ils ne quittent pas l'année suivante. Dites-moi votre opinion dans les commentaires sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et sur le thème Ferrari. Ici de la Rasta, c'est tout, on se voit dans une prochaine vidéo.